Le Qatar a-t-il infiltré le gouvernement israélien en pleine guerre? Le Premier ministre Netanyahou se rend à Mar-a-Lago pour rencontrer officiellement le président Trump et discuter de l'Iran et de Gaza. Pendant ce temps, chez lui, une tempête éclate. Et pour envenimer la situation, le parti de Netanyahou pousse un projet de loi controversé pour une enquête d'État complète sur le massacre du 7 octobre. Restez avec nous pour Jérusalem innocent. Bienvenue sur Jérusalem Initiative sur JNS Télévision. Je suis Josh Haston, correspondant JNS. Je suis à Jérusalem au JNS Media Hub avec mon collègue Alex Treyman, président-directeur général de JNS. Il est bien sûr dans le sud de la Floride. Le premier ministre Netanyahou se rend aujourd'hui en Floride pour rencontrer le président Donald Trump. Alex, tu es sur place là-bas. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Eh bien, ce sera la 6e rencontre entre le premier ministre Netanyahou et Donald Trump depuis que le président est revenu au pouvoir. C'est de loin le plus grand nombre de rencontres pour un dirigeant mondial et certainement bien plus de réunions que Netanyahou n'en a eu avec Joe Biden ou d'autres présidents. D'ailleurs, en si peu de temps seulement. Le président n'est en fonction que depuis moins d'1 an et il y a déjà eu 6 rencontres. Et je pense que cela en soi est une indication de la nature de la relation. À quel point le premier ministre Netanyahou considère Donald Trump comme un partenaire stratégique important et à quel point l'Amérique est importante pour l'État d'Israël et à quel point c'est également important. Les États-Unis considèrent Israël comme un allié important et particulièrement alors qu'Israël continue de mettre fin à cette guerre sur tant de fronts différents. Alex, d'après les rapports, les deux discuteront de Gaza et de l'Iran. Et d'après ce que j'ai lu ce week-end, une campagne est lancée par des chrétiens évangéliques pour encourager le président Trump à soutenir la souveraineté en Judée et en Samarie. Que savons-nous des sujets qui seront abordés lors de la réunion? Je ne crois pas que la souveraineté soit actuellement à l'ordre du jour. Le président a été assez catégorique ces derniers mois en affirmant qu'il ne considère pas l'avancement de la souveraineté en Judée et en Samarie comme étant à l'ordre du jour. Et je pense que c'est en partie parce que le président souhaite parvenir à un accord de normalisation avec l'Arabie saoudite. Et les Saoudiens ont déclaré qu'une annexion formelle ou une application formelle de la souveraineté pourrait empêcher les Saoudiens d'aller de l'avant avec la normalisation. Mais on voit partout en Judée et en Samarie que l'État d'Israël et le gouvernement normalisent beaucoup de soi-disant colonies. Ces communautés juives qui avaient peut-être un statut illégal sont en train d'être normalisées, elles sont légalisées et Israël fait avancer des projets de construction dans beaucoup de ces communautés. Même sans annexion ou souveraineté officielle, les faits sur le terrain évoluent avec les États-Unis qui donnent le feu vert à Israël pour étendre et formaliser sa présence en Judée et Samarie. Mais je ne pense pas que ce soit vraiment de cela dont ils vont parler. Je pense que les deux sujets qui sont vraiment prioritaires à l'ordre du jour sont l'Iran et Gaza. Nous allons les aborder un par un. Donc, si vous regardez l'Iran, il y a eu des rapports. Et Barak Ravid, qui, je pense, s'est trompé dans de nombreux rapports au cours des dernières années, et il est toujours utilisé comme tremplin par ces soi-disant hauts responsables anonymes pour dénigrer le premier ministre, pour tenter de saper la relation stratégique entre les États-Unis et Israël, ainsi qu'entre le président Trump et le premier ministre Netanyahou. Ces rapports affirmaient qu'Israël cherchait un feu vert pour de nouvelles attaques contre l'Iran. Je ne sais pas s'il y aura feu vert pour des attaques, ni si Israël veut vraiment attaquer. Cependant, ce qui est clair, c'est que l'Iran est en train de reconstruire sa capacité de missiles balistiques. Il s'empresse de construire un maximum de missiles balistiques. En plus de construire les missiles balistiques, ils essaient aussi de reconstruire leur capacité à lancer ces missiles. Les rampes de lancement sont le goulot d'étranglement dans l'équation pour les Iraniens. Il est plus facile de produire des missiles, mais plus difficile de produire les lanceurs. Et ce que nous avons vu pendant la guerre de 12 jours en juin, c'est qu'Israël a probablement détruit environ 50 lanceurs iraniens. Ils sont dans une course pour reproduire la capacité de lancer. De l'autre côté, Israël est aussi dans une course pour reproduire les intercepteurs, la flèche, le système Terminal High Altitude Area Defense, c'est le système américain, la capacité d'intercepter les missiles balistiques.
Il y a déjà une course aux armements et des rapports indiquant que l'Iran tenterait de restaurer sa capacité nucléaire. Donc, c'est quelque chose que je pense que le Premier ministre va aborder en priorité. Et je pense qu'il y a un alignement entre le président et le premier ministre sur la nécessité de s'assurer de cela. L'Iran ne devienne pas une puissance nucléaire et qu'il n'ait certainement pas la capacité de menacer Israël avec des missiles balistiques. Donc ça, c'est l'Iran. Alex, ça c'est le front iranien. Parlons maintenant de Gaza. Allons-nous passer à la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu? Qu'est-ce que tu entends? Eh bien, c'est certain, le président veut voir le cessez-le-feu qu'il a négocié il y a 3 mois passer maintenant à la deuxième phase. La première phase était un retrait israélien. Actuellement, Israël contrôle environ 53% de la bande de Gaza et du Hamas sur cette ligne jaune. Lors de la première phase, ils devaient libérer tous les otages vivants, ce qu'ils ont fait. Il n'y a plus d'otages vivants à Gaza. Et au moment où ce podcast est enregistré, il ne reste qu'un seul corps d'otages décédé. Tous les corps, sauf celui de Ron Gvili, ont été restitués. Tous les otages vivants ont été rendus. Israël contrôle désormais environ la moitié de la bande de Gaza après s'être retiré. Et maintenant, le président aimerait vraiment voir la phase 2. Et que comprend la phase 2? Cela inclut la création du Conseil de la paix dont le président a parlé. Le président a dit qu'il serait le président du Conseil de la paix. Il y a eu des informations selon lesquelles l'Italie, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Turquie, Gaza, le Qatar pourraient avoir des représentants siégeant à ce Conseil de la paix. Le Conseil de la paix serait chargé de superviser les négociations difficiles et les défis entre Israël, entre le Hamas et les États-Unis dans l'effort de reconstruction. Maintenant, plus important que ce Conseil de la paix, il y a ce qu'on appelle la force de stabilisation internationale. La force de stabilisation internationale. On a seulement entendu que des troupes égyptiennes ou jordaniennes pourraient rejoindre cette force de stabilisation internationale. Il y a eu des discussions, peut-être qu'il y aurait des troupes pakistanaises. Et le pays qui souhaite envoyer des troupes dans la force internationale de stabilisation est la Turquie. Et la Turquie, ainsi que le président Erdogan de Turquie et le président Trump, semblent avoir une relation étroite. C'est en tout cas ce qu'a déclaré Tom Barak, ambassadeur des États-Unis en Turquie. Israël ne veut pas que la Turquie ait un rôle à Gaza, car Israël considère la Turquie comme la prochaine génération des frères musulmans. Nous avons constaté qu'en signant l'accord et en entamant la première phase, le Qatar et les Turcs ont libéré les otages. Afin de protéger le Hamas, la deuxième phase de l'accord prévoit le désarmement du Hamas, puis la démilitarisation de la bande de Gaza. Donc la Turquie et Gaza, ils ne veulent pas voir cela, mais qu'est-ce que tous les acteurs veulent voir? Et donc, le président Trump, qui prend ses instructions de son gendre Jared Kushner et de son envoyé spécial Steve Witkoff, tous deux ont des liens commerciaux très, très forts avec les Qataris. Ils veulent voir des gratte-ciels construits dans la bande de Gaza. Ils veulent voir une certaine mobilité ascendante. Ils veulent voir une sorte de Riviera, comme nous en avons parlé, construite dans la bande de Gaza. Et je pense qu'il y a une relation de travail très étroite entre Netanyahou et Trump. Mais un haut responsable israélien m'a dit juste hier soir qu'ils perçoivent que cela pourrait être une situation de blocage, où l'administration Trump, dirigée par Kushner, dirigée par Witkoff, veut voir un retrait israélien supplémentaire. Ils veulent que les conditions soient réunies pour qu'un certain effort de reconstruction puisse avoir lieu. Mais en même temps, une question se pose sur le rôle que jouera le Hamas. De plus en plus de rumeurs circulent selon lesquelles certains membres de l'administration envisagent que le Hamas puisse subsister sous une forme ou une autre et conserver une part de son armement. Ce sont des choses que pour Netanyahou, il va devoir gérer avec prudence. Netanyahou a promis aux électeurs israéliens une victoire totale. Il a promis que le Hamas ne serait plus une puissance militaire ou politique dans la bande de Gaza. Il existe donc de fortes divergences sur l'avenir du Hamas à Gaza et sur la possibilité qu'Israël obtienne un jour le feu vert. Pour entrer et faire le sale boulot que personne d'autre n'est prêt à faire, c'est-à-dire désarmer le Hezbollah, désarmer le Hamas et démilitariser la bande de Gaza. Alex, c'est un autre point ici. Tu as mentionné Witkoff et Kushner. Il y a eu un article publié ce week-end qui indiquait que tu avais, d'un côté, il y avait Kushner, Witkoff, de l'autre, Marco Rubio.
Et certaines de ces opinions qui, selon moi, sont peut-être même plus fermes en ce qui concerne Israël, et insister pour que le Hamas soit complètement désarmé avant d'aller de l'avant, ou, selon les opinions de Kouchner et de Witkoff, il y avait un peu de marge de manœuvre. Avez-vous l'impression qu'il y a deux camps là-bas? Quel est votre avis sur ce qui s'y passe? Absolument, je pense que si Israël devait choisir qui allait diriger la politique concernant Gaza à l'avenir, ils espéreraient que ce soit Marco Rubio. Le Premier ministre doit rencontrer Marco Rubio demain vers 13 ou 14 heures, même avant qu'il ne rencontre le président. Donc, le Premier ministre veille à avoir une réunion de travail très rapprochée avec Rubio. Il n'est pas encore clair s'il y aura une réunion avec Kouchner ou avec Witkoff ou bien avec Kouchner et Witkoff. Et peut-être que Rubio participera aussi à ces réunions avec le président, mais une réunion séparée aura lieu à l'avance avec Rubio. Je pense qu'il le comprend. Vous avez entendu des déclarations de sa part. Nous en avons parlé dans cette émission. Il comprend la menace de l'islamisme radical, de l'extrémisme islamique. Il comprend la menace du Hamas. Et je pense que la véritable divergence d'opinion entre ces deux camps, le camp Kouchner-Witkoff et le camp Rubio, concerne le rôle du Qatar. Avec Kouchner et Witkoff qui semblent répéter sans cesse que les Qataris sont les amis de l'Amérique, qu'ils sont les alliés de l'Amérique. Nous avons vu le président Trump publier un décret accordant au Qatar un statut avancé en tant que partenaire de défense des États-Unis. Et Israël ne considère pas le Qatar comme un allié sous aucune forme que ce soit. Il considère le Qatar comme celui qui héberge la direction du Hamas, celui qui négociait au nom du Hamas pendant la guerre et lors des négociations. Et même Israël pense que le Qatar sape les intérêts américains avec ses investissements dans les universités américaines, les médias américains et autres. Vous savez, avec l'idée que même des personnes comme Tucker Carlson reçoivent des financements du Qatar. Et cela cause des dommages importants à la relation entre Israël et les chrétiens évangéliques en tant que tels. Je sais que le Premier ministre a un événement spécial prévu mercredi matin où il rencontrera les dirigeants évangéliques. C'est quelque chose qu'il aime généralement faire lorsqu'il arrive aux États-Unis. Alex, j'ai hâte de lire tes reportages sur JNS.org cette semaine depuis le sud de la Floride, même si beaucoup d'autres actualités sont à couvrir. Un projet de loi a progressé à la Knesset cette semaine, les députés ayant voté en faveur d'une première lecture pour établir une commission d'enquête nommée politiquement sur les échecs du 7 octobre 2023. Au lieu d'une commission d'enquête d'État, le projet de loi créerait un nouveau type de commission dont les membres seraient choisis par la Knesset au lieu de la Cour suprême. Et il y a aussi quelque chose de très intéressant ici. Le Premier ministre Netanyahou a déclaré que la commission devait également examiner, en plus des échecs du 7 octobre, les accords d'Oslo de 1993, le prétendu désengagement de Gaza en 2005 et la campagne actuelle du mouvement de protestation contre le gouvernement lancé il y a plusieurs années. En se concentrant à cette époque sur le programme de réforme judiciaire, concentrons-nous donc sur l'importance du fait que cette commission serait créée par l'État et non par la Cour suprême. Et aussi les ajouts qui me semblent très importants que Netanyahou a ajoutés ici. Oui, je pense qu'il était très important que le Premier ministre ait exposé cela. Les raisons pour lesquelles il souhaite que cette commission soit créée par le Parlement, n'est-ce pas? Le 7 octobre ne s'est pas produit dans un vide. L'attaque du Hamas contre les communautés israéliennes du Sud le 7 octobre n'a pas commencé le 6 octobre ni le 1er octobre et elle n'a même pas commencé un an auparavant. Le désengagement de la bande de Gaza a été le catalyseur qui a permis au Hamas de prendre le contrôle de Gaza seulement 2 ans après ce désengagement et empêcher Israël d'intervenir et de faire ce que nous appelons en Israël tondre la pelouse. Ils n'ont pas pu faire cela et ils ont simplement permis au Hamas de développer son réseau terroriste, d'accroître son arsenal de missiles sans aucune action préventive de la part d'Israël. Et donc, je pense que le désengagement doit être considéré ou du moins examiné comme l'une des causes possibles. Le désengagement ne s'est pas fait dans un vide. Ce désengagement réalisé dans le cadre des accords d'Azul et du processus des 2 États a servi de projet pilote pour l'État palestinien avec Gaza
Alors il faut se poser la question, pourquoi Israël céderait-il des terres à ses ennemis dans l'espoir de faire la paix? Quand les ennemis ne jurent pas pour la paix, ils jurent de maudire et de détruire l'État d'Israël. Le Hamas continue d'inscrire la destruction de l'État d'Israël dans sa charte. Et je pense que c'est clair ici, les gars. La différence entre l'approche du premier ministre et l'approche traditionnelle serait de faire en sorte que la Cour établisse cette commission d'enquête. Rappelez-vous, la Cour soutient à maintes reprises les tribunaux Azul avec ses politiques et toute politique gouvernementale qui cherche à annuler les accords Azul, la Cour les annule. La Cour a soutenu Ariel Sharon lorsqu'il voulait se désengager de la bande de Gaza, lorsque Sharon voulait contourner les anciens mécanismes. La Cour suprême l'a protégé pour qu'il puisse mener à bien le désengagement, même après avoir violé les mécanismes qu'il avait lui-même instaurés. Donc, il faut regarder le désengagement, il faut regarder les accords d'Azul et il faut aussi regarder ce qui s'est passé pendant l'été lors des manifestations contre la réforme judiciaire, quand il y avait des organisateurs de protestation affirmant que les réservistes ne se présenteraient pas pour combattre, affirmant que les pilotes de réserve de l'armée de l'air ne se présenteraient pas pour participer aux attaques. Et il parlait clairement du fait que si le gouvernement lançait une attaque contre l'Iran, les pilotes ne participeraient pas à cela. Et le message que ces déclarations venant des organisateurs ont envoyé, quel message cela a-t-il envoyé aux ennemis d'Israël? Si la Cour crée cette commission d'enquête, la présentation est essentielle. Ils élimineraient les tribunaux Azul, ils élimineraient le désengagement. Certainement, ils concluraient que c'est le gouvernement qui est responsable des manifestations contre les réformes judiciaires et non la Cour elle-même et non l'opposition. Et puis, au final, je pense que le premier ministre comprend qu'une commission d'enquête basée sur la Cour a déjà une conclusion prédéterminée, ce qui consiste à rejeter toute la faute sur le premier ministre pour retirer la faute à l'armée, pour retirer la faute aux services de renseignement qui auraient dû être capables d'alerter ou de prévenir ces attaques. Donc, le premier ministre comprend cela. De la même manière que le parquet a jugé le premier ministre pour corruption dans des affaires qui s'effondrent, de la même manière que la Cour annule les politiques du gouvernement. Il chercherait à utiliser cette commission d'enquête comme un moyen d'évincer Netanyahou du pouvoir et de le forcer à démissionner. Donc, ce que faisait Netanyahou, c'était de dire « Hey, je vais retirer le pouvoir à la Cour. Nous allons mettre en place une commission d'enquête gouvernementale. » Mais il n'a pas dit que seule la coalition allait en faire partie. Il a dit que parmi les membres de la commission d'enquête, la moitié serait choisie par la coalition et l'autre moitié par l'opposition. Il propose une solution équilibrée, un groupe équilibré d'enquêteurs pour enquêter sur l'attaque du 7 octobre. Mais il faut définir le cadre, définir le mandat de cette commission. Donc, nous devons voir comment cela va se dérouler. Ce sera encore une impasse, mais il est positif que le premier ministre ait clairement expliqué pourquoi il préfère une commission d'enquête gouvernementale plutôt que judiciaire. Nous vous tiendrons informés de l'évolution de ce projet de loi lors de ses prochaines étapes. En parallèle, l'ex-porte-parole de Netanyahou, Eli Feldstein, affirme que le Premier ministre savait et soutenait la fuite d'un document classifié pour influencer l'opinion israélienne sur les négociations d'otages l'an dernier. Ce document, une note interne du Hamas, devait prouver que le groupe refusait les compromis nécessaires à un accord. Après sa fuite pour construire, je pense, le média allemand Netanyahou s'en est servi pour soutenir que seule une pression militaire supplémentaire permettrait la libération des otages. Ici, Eli Feldstein, ancien porte-parole, critique son ancien patron, le Premier ministre d'Israël. Oui, et vous savez, Naftali Bennett et d'autres membres de l'opposition, affirmant qu'il s'agit d'un scandale qui représente une trahison, que ce scandale du Qatargate remonte jusqu'au Premier ministre, et insinuant en gros que le premier ministre est coupable de trahison pour ce qui s'est passé et que le premier ministre doit démissionner à cause de ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé apparemment, c'est qu'il y avait au moins 2 conseillers qui travaillaient dans l'équipe de communication, Jonathan Urich et Eli Feldstein, qui en même temps, ils travaillent soit pour le Likoud, soit pour la Direction nationale de la diplomatie, et en même temps, ils travaillent aussi comme consultants à côté pour promouvoir le Qatar. Et c'est réel, ça vient de se produire. La question, c'est de savoir si c'est un crime.
Le tribunal a déjà levé les charges contre Ourik. Ils ont déclaré qu'il n'y a pas de crime ici, même si c'est déplacé, et Feldstein aussi. Il semble très déplacé que ces personnes communiquent au nom d'Israël et du gouvernement israélien tout en recevant, par l'intermédiaire d'interlocuteurs, des paiements pour promouvoir des déclarations et des sentiments concernant le Qatar. Je veux dire, c'est vraiment mal. Mais le Qatar n'est pas répertorié comme un État ennemi en Israël. Même si, comme je viens de le mentionner il y a quelques minutes, Israël considérerait le Qatar comme un ennemi et non comme un allié. Le Premier ministre essaye vraiment de nier, premièrement, sa connaissance des rôles de Feldstein et Ourik, ainsi que le fait qu'il travaillait aussi avec le Qatar. Il essaie aussi de prendre ses distances avec eux, de tourner la page aussi vite que possible. Ce que je ne comprends vraiment pas, c'est ce que fait Feldstein, courir vers la presse et il me semble, enfin, je ne sais pas quoi. Il y a un mot pour ça quand on se vend simplement au plus offrant à tout moment. Je ne sais pas si c'est dissible dans un podcast, mais il s'est vendu aux Qataris tout en travaillant pour le gouvernement israélien. Et puis, quand tout cela éclate, qu'il se fait arrêter, puis qu'il est relâché en résidence surveillée ou peu importe, il va carrément dans les médias israéliens et essaie de jeter le premier ministre sous le bus. Et il est clair pour moi qu'il se vendra simplement au plus offrant. Quelqu'un le paye probablement pour aller faire ça et il est prêt à le faire à ce stade. Donc, je trouve ça vraiment dégoûtant et vraiment nuisible. Et je pense qu'Israël devrait avoir une loi comme le Foreign Agents Registration Act, une loi sur la déclaration des agents étrangers, de la même manière qu'il y en a une aux États-Unis. Travailler pour un autre gouvernement doit être enregistré et rendu public. En Israël, ce n'est malheureusement pas le cas. Est-ce que je crois que le premier ministre est impliqué dans une trahison là-bas? Absolument pas. Mais Feldstein et Uruk ont vraiment donné une très, très mauvaise image du premier ministre ici. Et ils ont donné à Bennett et à l'opposition un autre prétexte pour attirer encore plus l'attention des médias. Là où ils peuvent affirmer que le premier ministre doit démissionner. Alex, cette semaine, le premier ministre Netanyahou a annoncé le développement d'une production d'armes autonomes. Israël travaille à obtenir le plus d'indépendance possible dans sa production d'armes. C'est ce qu'a déclaré le premier ministre cette semaine lors d'une remise de diplôme pour les pilotes de l'armée de l'air israélienne. Regardons la vidéo. En même temps, nous agirons de façon autodestructrice. Récemment, je suis parti avec le ministre de la Défense, celui des Finances et l'armée. Ils sont présents. Un montant de 350 milliards de shekels pour la prochaine décennie. Nous voulons une industrie développée par nous-mêmes, l'État d'Israël. Nous voulons augmenter notre population à tout prix, y compris avec nos amis. Voilà donc le Premier ministre qui dit qu'Israël continuera d'acheter les armes nécessaires, mais qu'en même temps, nous commencerons à nous armer de manière indépendante en parallèle. C'est l'une des principales leçons tirées quand le président Joe Biden a suspendu les livraisons d'armes alors qu'Israël en avait le plus besoin. Alors que nous nous dirigions vers Rafah, là, dans le sud de Gaza. Oui, je pense que c'est probablement la leçon la plus importante de la guerre, à savoir qu'Israël doit être indépendant en matière d'armement et construire autant de systèmes de défense et de défense antimissiles que possible. On ne peut pas compter sur les États-Unis pour le Terminal High Altitude Area Defense et Arrow contre les missiles balistiques. Il faut avoir une capacité illimitée à abattre des missiles balistiques. Il faut avoir une artillerie sans fin. Il faut avoir des réserves inépuisables pour les troupes qui pourraient être mobilisées en cas de guerre. Tout cela, ce sont des choses qu'Israël n'avait tout simplement pas en place et c'est inexcusable qu'il ne l'ait pas eu. Nous avons vu ce qui arrive lorsque l'administration Biden, comme vous l'avez dit, annonce qu'elle va retenir les armes. Quand l'Allemagne, la France et d'autres pays annoncent-ils des embargos sur les armes contre Israël? Israël ne peut pas dépendre d'un autre pays pour sa défense. Il doit être capable de se défendre par lui-même et cela signifie aussi avec des armes. Maintenant, cet investissement va aider Israël non seulement à se défendre, mais il va aussi énormément aider l'économie israélienne. Parce que plus on investit d'argent dans la technologie de défense israélienne, plus cela va être bénéfique. Plus il y a de solutions qui émergent, plus de nouveaux produits se développent, plus il y a d'exportation de matériel de défense vers d'autres pays. Je pense que cela va rapporter, vous savez, des retours de plusieurs milliards de dollars pour l'investissement que le premier ministre essaye de faire ici. Oui, c'est très important. Malheureusement, nous avons appris cette leçon, Alex. Vendredi dernier, 2 Israéliens ont été tués lors d'une attaque terroriste multiforme dans le nord d'Israël.
Il s'agissait d'une attaque combinée à la voiture bélier et à l'arme blanche, menée par un terroriste arabe arrivé des territoires de l'autorité palestinienne quelques semaines plus tôt. Il travaillait illégalement en Israël avant 1967 et a mené cette attaque dans 3 lieux du pays. Aviv Mor, d'9 ans, et Shimshon Mordecai, 68 ans, ont été tués dans l'attaque où l'auteur a poignardé et utilisé sa voiture comme arme. Que Dieu venge leur sang. Quelle façon horrible de commencer le Shabbat en Israël avec une attaque terroriste et le chef d'état-major de Tsahal promettant des représailles. Des protocoles de sécurité renforcés seront appliqués dans tout le commandement central, surtout en Judée et Samarie. Nouvelle attaque terroriste mortelle ici. Et nous voyons que cela devient le modèle. Quelqu'un fonce en voiture sur un arrêt de bus, sur un passage piéton, puis il sort de sa voiture avec un couteau et continue le carnage après que la voiture se soit arrêtée. C'est ainsi que des voitures et des couteaux de cuisine deviennent des armes mortelles, et voilà ce qui se passe quand on pousse une société à la terreur. N'importe quel jour, quelqu'un peut décider que sa voiture ou son couteau de cuisine devienne une arme mortelle, et ils les utiliseront dans des attaques terroristes. Oui, c'est terrible, surtout alors qu'on entre dans le Shabbat. Le Hamas continue de violer le cessez-le-feu à Gaza. Israël a déclaré mercredi qu'il y aurait une réponse à la détonation d'explosifs visant des soldats israéliens à Rafah. Un officier de Tsahal a été blessé. Bien sûr, vous savez, il y a un cessez-le-feu pour ce que ça vaut. Israël maintient une forte présence militaire, éliminant les derniers terroristes et leurs infrastructures. Un soldat et un officier de Tsahal ont été blessés. Israël promet de riposter. Cela rejoint ce que nous disions au début, la rencontre entre le Premier ministre et le président des États-Unis. Le Premier ministre dira « Écoutez, ces gens violent sans cesse le cessez-le-feu. Maintenant, vous allez les récompenser en les laissant au pouvoir. » Premièrement, deuxièmement, avec l'investissement de milliards de dollars pour déblayer les décombres, commencer à construire des tours et créer une zone de libre-échange. Penser que la mobilité sociale des Palestiniens effacera leur haine des Juifs ne tient tout simplement pas la route. Nous voyons, comme vous l'avez mentionné à propos de l'attentat terroriste, que pauvreté et terrorisme ne sont pas liés. Et parfois, les pires terroristes et les pires cerveaux du terrorisme sont ceux qui ont de l'argent. Et donc, injecter de l'argent dans la bande de Gaza, tant que le Hamas est au pouvoir, tant que le Hamas a la capacité de continuer à violer le cessez-le-feu. Je pense que c'est une véritable divergence d'opinion entre, appelons-le le camp Kushner, comme vous l'avez mentionné auparavant, et Netanyahou. Mais je pense qu'il n'y a personne de mieux pour représenter. Personne ne comprend mieux que Netanyahou les lignes rouges d'Israël sur ce qui doit se passer ici. Je le pense sincèrement. Le président des États-Unis a en fait énormément de respect pour Netanyahou parce qu'il défend ce qu'il considère comme les lignes rouges d'Israël. Et ce dont Israël a besoin d'un point de vue sécuritaire. Donc j'espère qu'en rencontrant Rubio, en rencontrant Trump, même si Witkoff et Kushner sont dans la pièce, que Netanyahou ne va pas se soumettre et s'incliner devant les Qataris et les laisser dicter ce qui va se passer dans la bande de Gaza, qui est essentiellement l'arrière-cour d'Israël. Alex, regardons maintenant le Liban, en fait l'Iran et le Liban. Cette semaine, il a été rapporté que les forces de défense israéliennes ont éliminé un haut responsable de la force Quds iranienne, selon un communiqué des forces de défense israéliennes et du Shin Bet. La cible était Hussein Mahmoud Marashad al-Jahari, si je le prononce correctement, un terroriste clé de l'unité 840, branche opérationnelle de la force Quds, impliqué ces dernières années dans des complots terroristes iraniens contre Israël et en Syrie-Liban. Donc, il ne s'agit pas du Hezbollah à proprement parler, c'est en fait un terroriste de la force Quds iranienne éliminé par Israël dans un pays tiers, là-bas au Liban. Je ne suis sûrement pas en mesure de contester ta prononciation du Hezbollah. Et nous avons constaté que le Hezbollah cherche à se reconstruire et que l'Iran tente d'influencer cette reconstruction dans le sud du Liban. Je viens de lire un rapport publié par Amit Segao, un journaliste israélien, sur la chaîne 12 qui dit que l'Iran a investi plus d'1 milliard de dollars dans le Hezbollah au Liban et que le gouvernement libanais le confirme. Ils sont essentiellement en train de conclure leurs efforts pour démilitariser le Hezbollah, mais le Hezbollah continue de se remilitariser. Et je pense que ce sera l'une des principales questions à l'ordre du jour lors de la rencontre entre Netanyahou et Trump.
Il y a quelques semaines, certains responsables israéliens pensaient qu'avant même la reprise des hostilités à Gaza, des combats pourraient reprendre dans le sud du Liban. Donc, je pense que ce que vous voyez ici, c'est que malgré tout ce qu'Israël a fait pour quasiment raser la majeure partie de la bande de Gaza et détruire la capacité du Hamas à Gaza, entrer et éliminer Hassan Nasrallah ainsi que tout le haut commandement du Hezbollah, éliminer le commandement intermédiaire du Hezbollah avec cet épisode sombre et plus profond, éliminer toute l'armée syrienne avec la chute de Bachar el-Assad, puis neutraliser le programme nucléaire iranien. Au cours de 12 jours, aucun de ces fronts n'a été complètement éliminé et il y a des raisons à cela. Je veux dire, quand vous avez des terroristes qui opèrent en mode guérilla, vous ne pouvez pas obtenir ces redditions nettes. Et quand vous avez des terroristes prêts à se battre jusqu'au dernier homme, à se battre jusqu'à la mort, s'il reste ne serait-ce qu'un seul gars debout, c'est ce qu'il va faire. Et un gars va en recruter un deuxième. Et 2 gars vont en recruter 4, et 4 vont en recruter 8, et 8 vont en recruter 64. Et ça grandit comme ça, comme des champignons, de façon exponentielle. Et ce que vous voyez, c'est que le premier ministre doit essentiellement trouver une solution. Après avoir ramené les otages et permis aux réservistes de se reposer, maintenant qu'il a changé la position stratégique de tous ces groupes terroristes, comment passe-t-il à la phase 2 à Gaza, à la phase 2 au Liban et potentiellement à une phase 2 en Iran? À quoi cela ressemble-t-il? Il reste donc encore beaucoup de travail pour mener cette guerre à son terme, si jamais il est possible de la relancer. Et je pense que l'une des choses à prendre en compte ici, c'est que Netanyahou approche d'une période électorale. Voici l'édition du Nouvel An de cette émission, notre 101e épisode. Mais à la fin du mois d'octobre 2026, il y aura une élection. Le premier ministre ne veut surtout pas que l'opposition, Naftali Bennett ou d'autres, le disent. Netanyahou a entraîné Israël dans la guerre pendant 2 ans, au cours desquels la position diplomatique d'Israël a été considérablement affaiblie. À la fin de cette guerre, ces groupes terroristes restent présents et se reconstruisent. C'est quelque chose que Netanyahou ne veut absolument pas que son opposition puisse dire. Et je pense qu'il va vouloir obtenir une forme de clôture, au moins sur le front de Gaza, potentiellement sur le front iranien et aussi potentiellement sur le front libanais. Alex, restons sur ce thème du terrorisme si possible. Les États-Unis ont mené des frappes aériennes militaires au Nigeria, selon le président Trump, en ciblant des membres de Daesh le jour de Noël. Le groupe terroriste, bien sûr, persécute la population chrétienne du pays. Le président Trump a ordonné, selon lui, des frappes puissantes et meurtrières contre des cibles de Daesh dans le nord-ouest du Nigeria. Que savons-nous d'autre à ce sujet? Eh bien, je pense que c'est un bon indice que Rubio et Hegseth sont ceux qui guident Trump sur ses politiques. Parce que cet autre camp du Parti républicain, le camp isolationniste, ne voudrait certainement pas voir les États-Unis s'engager dans d'autres opérations militaires. Et vous voyez que les États-Unis s'impliquent au Venezuela, qu'ils ont attaqué la semaine dernière en Syrie et maintenant qu'ils attaquent au Nigeria. Donc, les États-Unis sont de retour à jouer les gendarmes du monde malgré les préoccupations nationales de ces isolationnistes, les grands isolationnistes qui ne veulent pas voir les États-Unis s'impliquer. Je pense que c'est prometteur pour Netanyahou et ses actions. Il peut maintenant aller voir le président des États-Unis et dire « Hey, écoutez, vous ne tolérez pas les absurdités en Syrie, vous ne les tolérez pas au Nigeria, vous ne les tolérez pas au Venezuela et Israël ne va pas les tolérer à Gaza, ni au Liban, ni en Iran. » Alex, pour faire suite à une histoire que nous avons évoquée il y a quelques semaines, la radio de l'armée israélienne, le cabinet a unanimement approuvé cette semaine la proposition d'Israël Katz, ministre de la Défense, de fermer la radio de l'armée gérée par l'IADF. La station dont les émissions devraient cesser d'ici le 1er mars 2026, soit dans quelques mois à peine, selon le bureau du ministre. Le bureau du ministre Katz, quelle est l'importance de la fermeture prochaine de la radio de l'armée israélienne, connue sous le nom de Galatz? Eh bien, le gouvernement veut fermer la radio de l'armée parce que l'argent des contribuables sert à financer la radio de l'armée et que la radio de l'armée ne remplit pas sa fonction de radio militaire. La radio de l'armée est essentiellement une radio d'opposition. Ils sont simplement
en train de publier et de diffuser constamment contre le gouvernement, ils sont en train de faire cela. Ils nuisent au moral de l'armée parce qu'ils ne soutiennent pas l'armée. Lorsque le gouvernement a demandé à l'armée d'aller de l'avant et d'éliminer les ennemis d'Israël, ils sont là à remettre en question les politiques du gouvernement et celles de l'armée. Quel gouvernement finance cela? Si c'était une radio militaire d'État, elle représenterait le gouvernement, mais ce n'est pas le cas. Pourtant, c'est bien le gouvernement qui paie. Lorsqu'ils ne sont qu'un média d'opposition de gauche, que l'opposition paie pour ses propres médias, pourquoi le gouvernement devrait-il payer pour ça maintenant? Ce qui est ironique ici, c'est que la Cour suprême, les avocats et le procureur général soutiennent que c'est une menace pour la démocratie. Fermer la radio de l'armée parce que la radio de l'armée critique le gouvernement. Et l'autre ironie ici, c'est que dans le gouvernement précédent, lorsque Bennett et Yair Lapid étaient dans un accord de rotation en tant que premier ministre, la Knesset a adopté une loi pour fermer la radio de l'armée. La Cour et le procureur général n'ont eu aucun problème. Quand l'opposition a demandé pourquoi il devrait, personne n'a objecté. Pourquoi le gouvernement devrait-il continuer à financer cela? La Cour répond, oui, vous avez raison. Mais quand la droite, avec Netanyahou, reprend le pouvoir et veut fermer la radio de gauche financée par l'État, c'est à ce moment-là que la Cour suprême et l'opposition ont tous crié au scandale. Alex, nous avons le temps pour une dernière histoire. C'était d'ailleurs un des principaux titres samedi soir en Israël. Et pour être honnête, je n'avais jamais entendu parler du Somaliland, mais Israël est devenu le premier pays à reconnaître le Somaliland, en disant qu'ils veulent que cette nation rejoigne les accords d'Abraham, et il semble qu'ils soient très heureux de le faire dans un avenir proche. Cette décision provoque la colère des puissances régionales qui estiment qu'elle nuit à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du pays. La Somalie, c'est la raison pour laquelle ils se sont séparés à nouveau. Je ne connais pas très bien la Somalie. Cet apprentissage ici, suite à une information de dernière minute après Shabbat hier en Israël. Oui, je pense que nous apprenons tous sur la Somalie ici en Israël, mais nous savons certaines choses. Premièrement, la Somalie était en quelque sorte une province du nord de la Somalie. La Somalie est ravagée par la guerre, tandis que le Somaliland s'est surtout autogéré démocratiquement. Depuis le début des années 90, il tente d'être indépendant, mais aucun pays ne reconnaît le Somaliland. Israël est le premier pays à reconnaître l'indépendance du Somaliland, démontrant ainsi son leadership sur la scène internationale. Mais il le fait pour quelques raisons clés. La première raison, c'est que le Somaliland se trouve exactement en face du Yémen sur le golfe d'Aden, et le golfe d'Aden, c'est ceci. Et le détroit de Bab el-Mandeb est ce point d'étranglement qui mène à la mer Rouge. Et nous savons que les Yéménites, les pirates Houthis, patrouillaient dans ces zones et n'autorisaient pas les navires à passer par cette zone. Ils ont essentiellement mis en place un blocus naval qui existe encore aujourd'hui sur la plupart des marchandises commerciales à destination du port d'Ela, le port du sud d'Israël relié à la mer Rouge. Donc, le Somaliland offre à Israël un endroit pour stationner sa marine, stationner son armée de l'air, et c'est directement en face du Yémen, de l'autre côté du golfe d'Aden. Israël n'avait pas de véritable solution pour faire face au Yémen, car le Yémen se trouve à plus de 1000 kilomètres de l'État d'Israël. Donc, quand Israël s'y rendait, il devait effectuer des missions, voler, ravitailler en vol, puis revenir et refaire le plein. Donc, le Somaliland est potentiellement une possibilité pour une base aérienne de Tsahal, juste en face des Houthis au Yémen. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la Turquie a une présence militaire importante en Somalie et dans la région. Donc, cela offre un contrepoids potentiel à la Turquie dans cette zone stratégique importante pour Israël. La troisième chose, c'est qu'il y a eu des discussions et tout cela a commencé lorsqu'Israël a commencé à passer des coups de fil. Après le début de la guerre à Gaza, il a été question de savoir où il serait possible d'accueillir des Gazaouis déplacés et le Somaliland pourrait potentiellement être l'un de ces lieux d'accueil. Il pourrait très bien être prêt à accueillir un nombre important de réfugiés de Gaza. Ce sont donc tous des éléments à prendre en compte. Mais en attendant, vous savez, il suffit de regarder qui s'y oppose. On voit que toutes sortes de pays, la Turquie et d'autres, même les Saoudiens, ils s'opposent à la reconnaissance par Israël de la souveraineté du Somaliland. C'est très bien qu'Israël agisse ainsi et privilégie ses intérêts stratégiques.
Et je pense qu'Israël a effectivement fait preuve de leadership sur la scène internationale en prenant une décision forte ici et nous devons voir comment cela va évoluer. Est-ce que, vous savez, ce n'était qu'une annonce sans importance qui va disparaître dans l'actualité? C'est possible, mais il se pourrait très bien que des annonces majeures et un avantage stratégique découlent de cette décision. Nous verrons ce qui se passe et nous n'avons plus de temps, Alex. Mais avant de vous laisser partir, réfléchissons à ces 100 épisodes. Ceci est le 101e épisode de Jérusalem Minute sur JNS Télévision. C'est remarquable. Je le pense aussi. Cela témoigne de la croissance de JNS comme plateforme. Au début, il y avait une émission avec Jonathan Tobin et une autre avec Caroline Glick, aujourd'hui au bureau du Premier ministre. Aujourd'hui, il y a 14 podcasts différents produits chaque semaine sur JNS. Nous publions 2 ou 3 vidéos par jour, sauf le samedi, Shabbat. Nous avons réussi à faire cela pendant, je pense, la période la plus difficile, cette guerre imprévue, mais pour laquelle nous étions préparés. Et je te félicite d'avoir rejoint ce partenariat et d'avoir stabilisé ce programme. Et je pense que nous avons fait du bon travail ensemble en apportant aux gens les principales actualités de la semaine. Je ne crois pas que quelqu'un ailleurs ou dans un autre média le fasse. Donc, je suis fier de Jérusalem Unity et portons un toast à plus de 100 épisodes. Léa et Masla, en attendant les 100 prochains et au-delà, Alex Treman, président-directeur général de JNS qui va couvrir toute la semaine, le voyage du premier ministre Netanyahou et ses rencontres avec le président Donald Trump, vous ne voulez pas manquer ça. Sur JNS.org ou allez sur JNS, allez-y. Et je vais juste ajouter une chose de plus, c'est que mercredi, la veille du Nouvel An, le premier ministre devrait s'adresser à la communauté juive. Cela va se passer dans le sud de la Floride. Ce sera un événement parrainé par JNS, donc nous pourrons vous proposer une allocution exclusive du premier ministre. Et à ce stade, je crois que plus de 800 personnes sont inscrites pour y assister en direct et en personne. Donc, ce sera une autre grande réussite pour JNS. Félicitations à JNS et assurez-vous d'aller sur jns.org pour suivre la couverture d'Alex de tout ce qui se passe dans le sud de la Floride. JNS Télévision. Découvrez tout le contenu exceptionnel de JNS. Donnez-nous un super merci et saluons aussi tous ceux qui sont de l'autre côté de la caméra. Ici, notre producteur Zach Sickerman. Voici Esther Eden, Arne Voglantern, Ryan Lifshitz et le responsable du studio, Yuris Fretsky. Passez une excellente semaine à tous et on se retrouve la semaine prochaine ici pour la 102e édition de l'initiative de Jérusalem sur JNS Télévision.